Parlons de ce que l'intelligence artificielle signifie pour la géopolitique. Sans vouloir vous flatter, Eric, je pense que vous avez réfléchi à cette question plus que quiconque, à l'exception du regretté Henry Kissinger. D'ailleurs, vous avez coécrit un livre avec lui. Je voudrais commencer cette conversation par une question très simple. Qui sont les gagnants de l'ère de l'IA sur le plan géopolitique? Je vais dire quelque chose d'un peu provocateur pour cet auditoire. Les hyperscalaires. Les entreprises qui développent l'IA sont toutes des entreprises américaines. Elles sont toutes aux États-Unis. Cela signifie-t-il que les États-Unis vont dominer géopolitiquement l'ère de l'IA? Tout d'abord, merci à tous. Le docteur Kissinger nous a quittés il y a 1 an et demi, à l'âge de 100 ans. Mon second livre avec lui s'intitule Genèse. Le modèle américain est particulièrement capable de produire des gagnants dans ce scénario grâce à nos mécanismes de financement très développés. Les gens peuvent construire littéralement pour 10 milliards de dollars de matériel sans nécessairement avoir la moindre idée de comment générer des revenus, ce qui est un véritable don du ciel selon moi. Ce que nous voyons maintenant, c'est fondamentalement une course mondiale entre les États-Unis et leurs alliés d'un côté, et la Chine et ses alliés de l'autre. Je pense qu'il est juste de dire que ces deux pays seront clairement les gagnants de cette révolution. Cette révolution est d'une ampleur supérieure à celle du PC et d'Internet, car c'est une révolution de l'intelligence. Pour moi, la question clé n'est pas ce qui se passe aux États-Unis et en Chine, car c'est assez clair, mais ce qui arrive aux 195 autres pays. Ce n'est pas du tout évident de voir comment cela va s'organiser. En général, les logiciels sont peu coûteux, faciles à utiliser, difficiles à contrôler et largement distribués. Dans le cas particulier de l'IA, la présence de très grands pools de capital et d'énergie, ainsi que la capacité à construire des centres de données, seront des points cruciaux. L'Arabie saoudite pourrait d'ailleurs être l'un des grands gagnants si elle fait les bons choix. En termes de sécurité nationale et de géopolitique, le monde s'est divisé dans une certaine mesure, avec ces tensions entre les États-Unis et la Chine, qui seront probablement les principales puissances en matière d'IA. Est-ce un jeu à somme nulle? Que se passerait-il si la Chine atteignait l'AGI en premier? Il existe plusieurs définitions de l'intelligence artificielle générale, abrégée AGI. Pensez-y comme l'intelligence que nous possédons et que les ordinateurs n'ont pas encore aujourd'hui. C'est une flexibilité, une créativité, une capacité à vouloir apprendre quelque chose de nouveau, ce que les ordinateurs ne peuvent pas faire aujourd'hui. Mais cela arrive très très rapidement. Imaginons qu'il y ait un laboratoire secret en Chine qui invente quelque chose avec ce type de flexibilité bien avant l'Occident, avec des valeurs et des règles chinoises, très différentes des vues démocratiques occidentales. Dans ce scénario, que pourrait-il se passer? Dans notre fiction, car nous ne le savons pas encore, ce système pourrait, par exemple, imaginer comment changer le système financier mondial et le fonctionnement des banques. Il pourrait découvrir une faille dans la façon dont les banques communiquent entre elles. Il pourrait, par exemple, suggérer de nouvelles cyberattaques Zero Day, des attaques inconnues contre les infrastructures cybernétiques. Nous ne savons tout simplement pas. C'est pourquoi tous ceux qui travaillent sur ce sujet croient fermement que l'Occident, et en particulier les États-Unis, doivent inventer cela très rapidement. C'est effectivement une course. Le fait que nous y arrivions en premier ne signifie pas que notre adversaire, dans ce cas la Chine, soit vaincu, mais cela signifie que nous pouvons définir l'agenda. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de discussions sur l'IA et les gouvernements du monde entier y réfléchissent. Pensez-vous qu'on accorde suffisamment d'attention aux conséquences directes sur la sécurité nationale et militaire? Je suis quelque peu cynique concernant les militaires et leurs organisations, car je passe beaucoup de temps avec eux. Mon cynisme ne vient pas des personnes, qui sont très compétentes, mais le système est totalement inadapté pour ce type de scénario. L'univers entier, tout le fondement de ce que vous faites est en train de changer, et pourtant l'organisation, la structure organisationnelle, les priorités, les structures politiques ne changent pas. Par exemple, il est évident pour un informaticien que les guerres futures utiliseront des dispositifs attribuables, multiples, très mobiles et à très court terme.
Les porte-avions sont exactement l'opposé de cela. Alors quand des gens comme moi réfléchissent à cela, nous nous demandons pourquoi ne pas construire une armée de drones et gérer les choses de manière autonome. L'autonomie plus l'abondance est la bonne stratégie. Les armées ne sont pas organisées autour de ce concept. Concernant la question de la régulation de l'IA, je pense qu'il sera très difficile pour les gouvernements de suivre ce qui se passe. Il leur sera également très difficile de les adopter, sauf s'ils ont des laboratoires secrets qui fonctionnent différemment de l'armée actuelle. L'une des questions frappantes en réponse à la question posée à l'audience est que lorsque vous êtes en guerre, comme je l'ai constaté en Ukraine, les règles et réglementations n'ont plus d'importance. Vous innovez aussi vite que possible pour garder une longueur d'avance sur l'ennemi et il y a un rythme incroyable d'innovation en IA qui se produit là-bas. Voyez-vous cela se produire partout, que la guerre elle-même définira l'évolution? Cela va se passer par étapes. Vous et moi sommes allés en Ukraine pour l'étudier et la comprendre. Dans les différentes planifications de guerre qui se font, du moins en Occident que je connais, ils ont des modèles relativement statiques de son déroulement. Ils supposent que l'adversaire a ceci, que le protagoniste a cela, puis ils élaborent leur stratégie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité. En fait, les deux camps innovent à des vitesses incroyables. La règle générale en Ukraine est que toute idée d'un camp est adoptée par l'autre camp en 3 à 6 semaines, car ils s'observent mutuellement. Les tactiques russes ont récemment changé pour copier celles des Ukrainiens, et les Ukrainiens ont récemment adopté certaines tactiques russes. L'une des grandes surprises pour moi en Ukraine a été la vitesse à laquelle la Russie, qui historiquement n'était pas du tout innovante, c'est le moins qu'on puisse dire, a sous l'énorme pression de la guerre qu'ils ont commencé, vraiment changé leur propre définition de la guerre. Ils ont construit d'énormes usines de drones, ont pris la technologie d'Iran et d'autres pays, l'ont perfectionnée et rendue plus puissante. Si vous regardez les tactiques de drones, elles changent chaque jour. Quand vous parlez aux commandants, ils disent qu'il faut être sur le terrain, car la guerre change si rapidement. Les deux camps apprennent comment, et je ne cautionne pas cela. C'est évidemment horrible. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu une vraie guerre, premièrement, je ne vous le recommande pas. Et deuxièmement, elles sont bien pires que ce que vous pensez. Je suis absolument d'accord avec cela. Et le chiffre que vous venez de donner, le fait que les innovations se produisent en 3 à 6 semaines, c'est un rythme de changement extraordinaire. Je vais vous donner un autre exemple que vous avez vu lors de votre dernier voyage et dont vous avez parlé. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. C'est une guerre terrestre de la Première Guerre mondiale, avec un camp d'un côté et un autre de l'autre. Aucun camp n'a la domination aérienne, et l'Ukraine a essentiellement la domination maritime grâce aux drones marins. La ligne de front fait environ 10 km de large, parfois elle se réduit à un demi-kilomètre, et ces zones sont des zones de mort les plus minées au monde. Elles sont minées car les deux camps ne veulent pas que des véhicules passent d'un côté à l'autre. Comme vous le savez
tous, le monde possède énormément de chars. Ces chars sont largement inutiles maintenant. Un drone à 5000 $ peut détruire un char à 5 millions de dollars. J'ai lu quelque part que les États-Unis avaient des milliers et des milliers de chars stockés quelque part. Donnez-les, achetez plutôt un drone. En fait, achetez-en 10, 20, 50, 100. Le coût de l'autonomie a chuté si rapidement que la guerre des drones, qui est l'avenir des conflits, finira par éliminer les chars, l'artillerie et les mortiers. Je ne suggère pas que les conflits disparaissent, je pense simplement qu'ils changent. Pouvez-vous, et je veux revenir à cette région dans un instant, mais pouvez-vous décrire comment vous voyez l'évolution de la guerre? À quoi ressemblerait-elle dans 2, 3 ou 4 ans? La façon la plus simple de comprendre est que le monde des drones, pensez-y comme un monde de robots. Quand je dis robots, vous devenez effrayé parce que vous avez vu tous ces films. Les drones sont beaucoup plus mortels. Ce monde des drones est actuellement dans l'air et en mer. Les drones terrestres arrivent, et je les ai vus en action. Ils fonctionnent en fait en réseau. Les étapes sont d'abord un homme, une cible, et l'utilisation d'un drone pour la cibler. L'étape suivante est une volée, ou techniquement un essaim de drones lancé contre la même cible. L'étape d'après est un système de préparation où les drones sont prêts. L'ordinateur détermine si la menace arrive, lance les drones, et ils servent de défense aérienne. Ce sont les tactiques que l'US Air Force a développées il y a 70 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit ça maintenant avec les drones. Aujourd'hui, l'Ukraine est en avance sur la Russie dans ses tactiques, mais pas de beaucoup. Je pense donc qu'on peut raisonnablement conclure que, dans tout conflit futur, les deux camps finiront par atteindre ce résultat. Je dois dire que je ne sais pas ce qui se passe dans un régime de dissuasion quand les deux camps ont des réseaux automatiques de drones. Si vous regardez la littérature et la réflexion, les gens n'ont pas réfléchi aux implications d'avoir ces systèmes sur le qui-vive. C'est le nouveau problème de la dissuasion. Et dans la mémoire du docteur Kissinger, lui qui a été pionnier dans sa réflexion dans les années 50 sur la destruction mutuelle assurée. Nous n'avons pas encore de dogme ou de doctrine équivalente. Donc, vous avez cela au niveau des superpuissances. Mais comme le coût marginal de ces drones est très faible, vous avez aussi des capacités pour les petits États ou même les acteurs non étatiques qui sont très différentes de ce qu'ils ont eu dans le passé. La guerre change donc aux deux extrémités. Superposons cela à cette région et à un pays qui a admirablement de grandes ambitions à l'ère de l'IA, qui a de l'énergie bon marché et beaucoup de capital. Quelles sont selon vous les conséquences géopolitiques de l'IA dans ce domaine de la sécurité nationale pour un pays comme l'Arabie saoudite? What do you think the geopolitical consequences of AI in this area of national security are for a country like Saudi Arabia? Eh bien, encore une fois, je suis votre invité, donc si je dis quelque chose de mal, je m'en excuse. Ma compréhension est que beaucoup de pays dans cette région sont en conflit avec l'Iran. Donc si vous pensez aux actifs les plus précieux ici, ils sont facilement ciblables par des drones, car ils ne bougent pas, et nous savons où ils sont. Et en effet, il y a eu des attaques iraniennes dans ce pays il y a quelques années. Donc on peut raisonnablement s'attendre à ce que toutes les composantes de la sécurité nationale dans ces régions soient finalement protégées militairement, et je pense que la réponse appropriée sera généralement les drones de toutes sortes. Ce pays est particulièrement bien placé pour assurer un leadership dans l'IA grâce à l'abondance d'énergie, un leadership très clair qui veut vraiment la développer, ainsi que le financement et la connectivité appropriée, le climat adéquat, et ainsi de suite. Beaucoup de soleil pour les énergies renouvelables. Il y a donc toutes les raisons de penser que l'Arabie saoudite en particulier peut devenir l'un des grands gagnants ici, si le pays investit judicieusement et rapidement l'argent actuellement disponible. Il y a des discussions au sein du gouvernement ici sur la façon de faire cela, qui va l'organiser. Je les laisserai en parler, mais cela me semble globalement correct. Il me semble que l'Arabie saoudite est sur la bonne voie. Donc, dans les 30 dernières secondes qu'il nous reste, quel serait votre conseil poli, en tant qu'invité, sur la façon de faire cela rapidement et efficacement? La chose la plus simple pour que ce pays gagne est d'utiliser ses ressources abondantes et de créer des installations que personne d'autre ne peut construire. Il y a une énorme pénurie d'électricité dans le monde développé. Une estimation américaine prévoit que les États-Unis manqueront d'électricité pour ce genre d'activité d'ici 2028. Comme vous le savez, en Europe et en Grande-Bretagne, les coûts de l'électricité
sont très élevés. Il y a toutes les raisons de penser que l'entraînement et l'inférence peuvent être faits ici, avec les bons réseaux, les bons centres de données, etc. Et c'est ce que nous voulons tous que ce pays fasse. Hier, Elon Musk a changé son évaluation. Il a dit qu'il y avait 90% de chances que l'IA apporte un avenir merveilleux et 10% de chances de dystopie. Je pense que la bonne réponse est de dire qu'il y a un énorme optimisme et une énorme inquiétude. Et les deux sont justifiés. Un énorme optimisme car l'arrivée d'une nouvelle intelligence qui est notre partenaire rendra chacun d'entre nous aussi brillant que les meilleurs physiciens, les meilleurs chimistes, les meilleurs artistes, etc. Nos vies seront changées pour toujours et cela se produira de notre vivant. L'optimisme en termes de santé, d'éducation, de développement de vos enfants et de vos petits-enfants est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce sera. La même chose est vraie pour les menaces qui pèsent sur nous. Par exemple, l'accès à l'AGI par un terroriste. Comment s'assurer qu'un groupe terroriste ne puisse pas obtenir un tel pouvoir énorme de manière asymétrique entre ses mains? Ce sont les grands enjeux de sécurité nationale pour l'avenir. Nous avons beaucoup de chance que vous ayez passé tant de temps à y réfléchir. Merci beaucoup. Merci à tous. Thank you.